Alors bonjour, aujourd'hui je vais discuter avec vous des moyens de diagnostic de traitement qu'on a pour l'influenza, le H1N1. On va commencer par quelles sont nos armes qui sont disponibles pour lutter contre le virus H1N1. D'abord, il y a eu la quarantaine. Alors la quarantaine, c'était une technique d'isolement, si on veut, qui était utilisée dès le 16e siècle pour isoler les personnes qu'on pensait atteintes d'une infection qui pouvait se transmettre. À l'époque, on ne savait même pas ce que c'était une infection. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on les isolait de la ville, en dehors des murs de la ville, pendant 40 jours. Et puis là, s'ils survivaient à leurs conditions, ils étaient corrects, puis ils pouvaient rentrer dans la ville. Donc, le concept de quarantaine, c'est un concept qui demeure en maladies infectieuses. Et en milieu hospitalier, par exemple, ce sont des techniques d'isolement qu'on utilise pour éviter la transmission des agents infectieux. Alors, la quarantaine, ça demeure important pour le H1N1. L'hygiène de salubrité, avec l'amélioration des conditions de vie, particulièrement au 19e siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de transmission d'infections dans les populations et c'est le changement majeur, en fait, qui a eu lieu pour éradiquer certaines infections qui étaient présentes à l'époque, la diphtérie, le typhus, etc. La vaccination, c'est une nouvelle approche du 20e siècle pour lutter contre les infections et c'est la vaccination qui est notre principale arme contre le H1N1 tel qu'on le verra tantôt. Enfin, il y a des traitements antiviraux. Ça, c'est évidemment dans les 10 dernières années où on a des médicaments qui agissent contre les virus et qui nous permettent à ce moment-là de traiter les personnes qui auront été infectées par le virus de l'influenza. Donc, 4 approches qui sont encore d'actualité avec évidemment la vaccination qui est au premier plan. J'ai mis aussi les 3C. Alors, les 3C, c'est en fait la connaissance, la communication, la collaboration internationale qui a eu lieu au sein de l'Organisation mondiale de la santé et qui nous a permis d'avoir un vaccin après seulement 8 mois d'évolution par rapport au virus H1N1. Il y a un prérequis aussi dans la lutte contre l'influenza, c'est d'avoir une organisation sociale et aussi de l'argent pour évidemment offrir des vaccins pour prévenir l'infection. Alors, c'est la leçon ça, de 1918 qu'on peut tirer. Alors, dans la pandémie de 1918, la grippe espagnole, certains pays s'en sont très bien tirés. L'exemple, c'est le Danemark, parce qu'au Danemark, il y avait une certaine organisation sociale, il y avait un niveau de vie qui était relativement adéquat, et comparativement à d'autres pays qui étaient moins bien structurés, il y a eu beaucoup moins de morts, de cas de grippe espagnole au Danemark qu'ailleurs. Donc, c'est la leçon qu'on tire de 1918. Et au Canada, on est fortuné d'avoir, évidemment, une organisation de santé complète et maintenant un vaccin qui est disponible. Les succès de la vaccination, j'aimerais vous rappeler que la vaccination a été très efficace pour éliminer certaines infections, particulièrement des infections virales. Alors, la variole n'existe plus et c'est grâce à la vaccination. La diphtérie, c'est une infection qui est presque totalement éliminée, en tout cas du monde occidental. La polio, c'est un problème qui est réglé aussi par la vaccination. La rubéole, la rougeole, les méningites chez l'enfant. Et même aujourd'hui, on parle d'hépatite A et d'hépatite B qui vont probablement disparaître suite à l'usage répandu des vaccins. Alors, des situations comme on peut voir ici avec un poumon d'acier pour un cas de polio en 1955-60, c'est complètement disparu maintenant et c'est grâce à la vaccination au vaccin Salk qu'on a obtenu ce résultat-là. Donc, les vaccins, ça fonctionne. Pour le vaccin H1N1, alors ce vaccin-là a été élaboré à partir des composantes d'hémagglutinine, le H, et de la neuraminidase, le N, dans la formule H1N1, mais d'un virus qui est tué. Alors, le vaccin ne peut pas donner la maladie, ce sont des fragments de ces antigènes-là qu'on retrouve dans le vaccin et qui vont nous permettre de développer des anticorps contre le virus. Alors, il n'y a pas de danger d'attraper l'influenza lorsqu'on reçoit le vaccin parce qu'évidemment, il n'y a rien de vivant dans ce qui est donné à la personne au travers du vaccin. Et ce vaccin-là est disponible justement par la collaboration internationale qu'il y a eu sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est pour ça que maintenant, déjà rapidement, on a des millions de doses de vaccins qui sont disponibles. Ça a été une production accélérée, mais selon des techniques éprouvées et sécuritaires, des techniques qu'on utilise depuis de nombreuses années pour la production de vaccins efficaces pour l'influenza. La seule chose qui est changée dans le vaccin, c'est la formule antigénique H1N1 pour couvrir justement le nouveau virus. Mais la procédure de fabrication est une procédure totalement éprouvée et sécuritaire. Le vaccin canadien provient d'une compagnie de bonne réputation, de grande réputation, c'est GlaxoSmithKline,
qui fabrique des vaccins depuis de nombreuses années. La composition du vaccin, on l'a mentionné un petit peu, donc des antigènes H1N1 qui vont amener une production d'anticorps et par la suite, la personne va être protégée contre éventuellement une infection lorsqu'elle va rencontrer de virus dans la population. On met un adjuvant au vaccin. Alors ça permet de stimuler la réponse immunitaire. Avec l'adjuvant, on a une réponse en anticorps qui est bien meilleure que sans adjuvant. On peut utiliser à ce moment-là moins d'antigènes pour obtenir une efficacité de vaccin qui est aussi bonne. Ça a été une décision qui a été prise par le Canada d'avoir des vaccins avec adjuvant, en accord avec l'Organisation mondiale de la santé, pour permettre justement une production beaucoup plus grande de vaccins à l'échelle mondiale pour répondre aux besoins non seulement du Canada, mais des autres pays. Donc, on a un vaccin avec adjuvant principalement qu'on offre à la population. Dans ce vaccin-là, il y a un stabilisateur, le thimerosal, à moins de 5 microgrammes par dose de vaccin. Il y a aussi un vaccin sans adjuvant qui va être disponible pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 3 ans. Et pourquoi cela? C'est parce que les vaccins avec adjuvant n'ont pas été étudiés de façon aussi poussée chez les femmes enceintes et chez les enfants. Non pas qu'ils ne sont pas sécuritaires, les vaccins adjuvants, mais comme on n'a pas l'information, on a préféré acheter suffisamment de doses de vaccins sans adjuvant pour les femmes enceintes et pour les jeunes enfants. Une bonne nouvelle, une seule dose du vaccin va être efficace pour protéger les personnes et on obtient une immunité dans 85% des cas. Une immunité qui va protéger. Pour qui la vaccination? Alors, en fait, on propose la vaccination pour toutes les personnes au Québec. On a acheté pour 11,5 millions de doses et c'est suffisant pour vacciner toute la population québécoise. C'est un programme de vaccination volontaire. Et pourquoi on propose une vaccination pour toute la population? C'est que la grippe, on va l'avoir et on l'a déjà en fait. En fait, la santé publique canadienne et aussi les autorités québécoises de santé publique estiment qu'environ 25 à 35 % de la population pourrait être infectée par le H1N1 sans vaccination. Pourquoi cela? C'est parce qu'il s'agit d'un nouveau virus qui est facilement transmissible, on l'a vu lors de la première vague, et il n'y a pas d'immunité dans la population en général. Donc, il est fort probable qu'on va avoir une recrudescence de l'infection de façon significative avec possiblement des chiffres d'infection allant jusqu'à 25 à 35 %. La sévérité de la maladie, ça c'est un peu la boule de cristal. Ce qu'on en sait, c'est qu'il y a eu malheureusement des décès allant jusqu'à 5 % des hospitalisations qui ont été notées lors de la première vague. Et ça a touché des populations qui d'habitude n'étaient pas à risque de complications de l'influenza. Par exemple, les femmes enceintes et aussi les personnes jeunes qui ont des maladies débilitantes. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le fond, avec le H1N1, il y a des nouvelles populations à risque, les jeunes et les femmes enceintes. Une des explications qu'on peut avancer pour cela, c'est que les personnes nées avant 1957 ont possiblement déjà fait des infections avec des virus similaires au H1N1 qui circulent actuellement. Donc, il y aurait une immunité croisée qui les protégerait d'une certaine façon. Alors, ceux nés avant 1957 ont possiblement des anticorps qui les protègent de façon variable face au H1N1. Il y a une étude aux États-Unis qui a démontré qu'environ 30 % des gens nés avant 1957 avaient déjà des anticorps contre le nouveau virus H1N1. Alors, ça leur vient de leur tendre enfance. Une première vague a eu lieu avec le H1N1. On s'attend à une deuxième vague où possiblement on aura ces taux d'infection-là s'il n'y a pas de vaccination de masse qui est offerte à la population. On s'attend à cela à l'automne, en hiver 2009-2010. Et actuellement, il y a déjà des foyers actifs au Québec dans différentes régions de la province.